Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BeIN Sport, votre magazine dédié à l'actualité du jeu vidéo compétitif. Nous sommes ravis de vous accueillir bien sûr au nom de toute l'équipe dans cette nouvelle émission. On en profite bien sûr pour saluer, vous le voyez, Laure n'est pas ici à vous accueillir puisqu'elle est actuellement à Berlin au sein du championnat européen de League of Legends. Nous la saluons bien entendu et aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque nous avons un grand entretien à vous proposer avec un véritable monument du gaming. Adrien Nougaret, alias Zerator, nous a accordé à toute l'équipe de beIN Sport une longue interview que nous sommes ravis de pouvoir vous diffuser. On espère que vous en connaîtrez bien plus sur ce personnage incontournable de la scène streaming, e-sportive et même gaming de manière générale. C'est un entretien qui vous est proposé par Baptiste Meffray, Thibaut Braccio et Stéphane Cochard. Salut Zerator. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'appelles Adrien Nougaret, tu as 31 ans et tu es streamer. C'est un métier qui consiste à diffuser du contenu en direct sur Internet. Ça fait 10 ans déjà que tu exerces cette profession. Tu as commencé à l'époque en commentant des parties de StarCraft 2. Est-ce que le Zerator qui faisait ça il y a 10 ans, pas dans son garage, mais presque dans sa chambre en tout cas, imaginait qu'un jour le streaming deviendrait aussi gros ? Sûrement pas, pas du tout même, puisque moi je m'amuse souvent à répéter que quand j'ai commencé ce milieu, je pensais même pas être payé un jour pour le faire. J'ai fait ça, j'ai commencé vraiment dans ma chambre, dans la chambre de chez mes parents. J'avais une 19aine d'années à peu près, et j'avoue que j'ai vraiment commenté mes petites parties StarCraft 2 devant une dizaine de personnes en commentant parce que j'étais passionné par le truc. Alors non seulement je pensais pas être payé pour le faire, mais je pensais pas non plus être au centre d'un média streaming et tout, parce qu'à la base moi je commentais des joueurs, donc les vrais stars c'était les joueurs, et c'est devenu après les animateurs, les streamers et tout, en plus des joueurs bien sûr, mais c'était pas du tout quelque chose qui était prévu, non, c'est un accident. C'est un accident. T'as peur que ça te dépasse peut-être un jour ? J'ai peur que ça me dépasse, non, parce que j'ai l'impression en tout cas de maîtriser le discours et à peu près ce que je fais. J'essaie d'avancer sans me brûler les ailes, donc je pense pas que ça me dépassera un jour, sauf si vraiment il se passe quelque chose d'incontrôlable. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé d'à peu près incontrôlable était positif, je pense notamment à The Event. Donc pour l'instant ça va, non, j'avance, je sais à peu près où je vais. Alors The Event, on y reviendra. On fait cette interview juste après la cérémonie des Pégases. C'est un événement qui récompense le jeu vidéo Made in France. Et tu as toi-même créé ton propre studio en 2015. C'est un rêve d'enfant. Ça part de quoi ce projet-là ? Avec la création d'Unexpected, mon studio de jeu, c'est pas vraiment un rêve de gosse. Quand les gens me disaient « Ah, c'était un rêve de faire un studio », non, pas vraiment. En fait, c'était plutôt une suite logique et des opportunités des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est avant tout des rencontres. Et c'est le cas, en fait. Donc, et il s'est trouvé on s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, avec des gens et avec un peu de trésorerie possible pour financer tout ça, parce que le jeu vidéo, c'est d'abord du financement et essayer de faire vivre des gens en attendant que le produit sorte, etc. Je suis très content et très fier parce que pour la première fois depuis que mon studio de jeu existe, il est devenu indépendant financièrement et grâce à la sortie de notre dernier jeu, As Far As the Eye, qui est sorti en septembre 2020. Donc c'est une super fierté, c'est au bout de 4 ans d'existence du studio, dont 3 en équipe physique à Montpellier. Donc c'est vraiment très cool. C'est un aboutissement de beaucoup de travail et de beaucoup d'abnégation pour les équipes aussi, donc je suis vraiment trop content. C'est un projet qui a aussi été un affrontement, une confrontation avec la dure réalité du marché du jeu vidéo. En France, en 2019, tu annonces la fermeture des serveurs de Dwarf quelques mois après son lancement. Comment tu as vécu cette déception ? Moi, j'ai toujours dit que Dwarf était un échec commercial, mais pas un échec personnel et professionnel, parce qu'en fait, ça a été hyper formateur dans plein de domaines, et je pense que le jeu vidéo fait partie de ces domaines où quand tu échoues, tu apprends beaucoup. En tout cas, nous, ça a été très vrai pour les équipes et pour moi. On a fait plein d'erreurs sur Dwarf, vraiment. Il y a plein de choses qu'on a fait où on a été trop ambitieux, on a voulu aller trop loin, on a voulu faire trop de choses, et on s'est vite pris des grosses claques dans la gueule. Et la fermeture des serveurs pour un jeu que des gens ont payé, c'est hyper dur. C'est vraiment pas simple à annoncer. On s'est même demandé si on devait continuer le studio. Ça a été vraiment une passe très difficile. On a dû se séparer de certaines personnes, licencier des gens, c'est vraiment pas un truc marrant, et c'était un premier vrai échec très puissant dans tout ce que j'ai entrepris en tout cas. Il y a eu des échecs, mais c'est pas pareil quand tu montes un projet de streaming et que ça sort pas.
C'est un truc que les gens verront pas, donc même si c'est un échec perso pour toi, c'est pas public. Là, en plus c'était mon premier vrai projet, ça a engagé ma responsabilité, la responsabilité. Ça impacte des gens aussi. Ça a impacté des gens, c'était pas facile. Mais on a commencé à réfléchir à la suite, on s'est dit est-ce qu'on tenterait pas quand même quelque chose, et le pari a été gagnant puisqu'en fait ce premier jeu a formé les équipes et les a appris à travailler ensemble. Donc c'est vraiment, on regrette pas. Et en plus, quand on voit ce que ça a donné pour le jeu suivant, c'est vraiment bien. As Far As the Eye, il est sorti, tu le disais, en septembre 2020. Tu es satisfait de ce projet-là? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour la suite chez Unexpected? Ouais, super réussite As Far As the Eye, septembre 2020. En plus, on a vendu plus de jeux en dehors de la France qu'en France. Et ça, c'était aussi un petit peu le pari pour nous. C'est-à-dire, est-ce que grâce à mon stream, on va que vendre en France auprès des fans hardcore qui achèteront le jeu? Ou est-ce que ça va un peu dépasser ça? Et ça a largement dépassé ça, même beaucoup plus que ce qu'on espérait, parce qu'on avait confiance dans le jeu et c'était un bon jeu. Donc, il a traversé un petit peu les frontières grâce à notre éditeur aussi, qui nous a poussé ailleurs. Donc vraiment c'était cool de voir des gens qui ne connaissaient pas Zerator et qui ne connaissaient pas le studio jouer au jeu en disant ah c'est incroyable, ça c'est un sentiment vraiment incroyable. En termes de fierté pareil, ça booste à fond. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? On travaille sur 2 choses actuellement, impossible de dire si les 2 vont sortir parce que souvent on fait aussi des essais, on se cherche en même temps qu'on développe les premiers prototypes des jeux. C'est pas pour 2021 du tout, y a pas de date. Je préfère dire avant 2030 maintenant. Donc voilà, c'est des choses assez simples, ça reste en petite équipe. On va pas d'un coup développer un jeu multijoueur à vocation AAA, etc. Non, ça va rester des petits projets. Pas de jeu de combat Riot Games, pas de MMORPG Zerator. Et toujours rester avec une identité simple du studio et ne pas se focaliser sur l'aspect Zerator, etc. Zerator, justement, la semaine dernière, sur l'un de tes streams, tu as annoncé la création d'une ligue Valorant. C'est un projet super ambitieux. Comment il est né? D'où il vient ce projet? Comment il est né ce projet? Moi, j'ai une relation particulière avec Valorant parce que Riot Games m'en a parlé très tôt en réalité. Je pense qu'ils savaient que j'étais assez proche de Counter-Strike, qui est sa première inspiration en étant tout à fait honnête. Et j'adorais League of Legends et en même temps j'ai beaucoup joué sur les jeux Riot, etc. Donc j'imagine que ça a été logique pour eux et j'ai été invité au playtest à Dublin en janvier 2020, donc avant le Covid. Et c'était un honneur incroyable de faire ça. On était 2 influenceurs français à avoir la chance de le faire, c'était AlphaCast et moi. C'était à Dublin, dans les locaux de Riot Games. Et j'ai tout de suite adoré le jeu, honnêtement, ça a pris tout de suite. Je me suis tout de suite dit, ok, je pense que je mettrai plus les pieds sur CS. Pour moi, c'était la fraîcheur dont avait besoin mon monde du FPS tactical, tu vois. Donc j'ai tout de suite accroché. Quand le jeu est sorti, je me suis buté au jeu. Il n'y a eu aucune OP de Valorant, j'ai jamais été payé pour y jouer. Et pourtant, je me suis vraiment buté au jeu. J'ai fait des événements, on a organisé une compétition, j'ai monté un site aussi avec, qui s'appelle Mandatory, qui est un site qui a commencé comme une sorte de fan site, qui a fait de la rédaction d'articles. Ensuite, on a monté un tournoi. On a fait la Mandatory Cup, voilà, on a participé au Ignition Series, le premier tournoi, enfin le premier circuit Valorant qui a eu lieu en ligne. Et là, je pense que c'est avec ça qu'on a eu des contacts avec Riot Games et on va participer effectivement au premier vrai circuit Valorant en France. Et c'est un honneur incroyable. Moi, je trouve ça super de pouvoir alimenter le circuit de la compétition française parce que c'est ce qui va porter le socle, je pense, pour amener à une compétition plus professionnelle. Et on organise ça en grande pompe avec Riot Games, donc je trouve ça super. Valorant, c'est un jeu qui est très récent, qui est aussi très très compétitif. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va trouver son audience en France? Alors c'est très difficile à dire l'audience de Valorant, etc. parce que le seul point de comparaison qu'on a, c'est CSGO. Et sur CSGO, il n'y a que 2 streams qui font des vues, 2 types de streams en tout cas. Les joueurs qui sont très forts et qui streament en solo ou les compétitions. Et entre les deux, il n'y a pas ce côté un peu divertissement. Enfin, c'est très rare. C'est très très rare les streamers qui jouent à CSGO. Ça se fait de temps en temps. Mais donc voilà. Valorant, je le vois un peu de la même façon. C'est difficile de faire du contenu créatif, divertissant sur Valorant si on n'a pas un bon niveau de jeu. Donc faut quand même faut tenir la baraque derrière, quoi. Sinon si tu te fais avoiner à longueur de temps, c'est moins marrant. Et par rapport aux compétitions, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, nous on y croit. Moi j'y crois en tout cas. Après,
Est-ce que ça va devenir le jeu e-sport numéro 1? J'en sais rien, ça c'est le travail de Riot Games, pas le mien. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, moi j'aime le jeu et j'aime voir les joueurs se dépasser. Je trouve que visuellement en plus c'est très graphique, c'est très télégénique. Après ça reste du FPS, donc bien sûr les gens ils préfèrent se mettre en vue en première personne, donc des fois on va rater des actions, on le sait, ça c'est comme dans tous les FPS. Mais ça après il y a des outils développables par Riot Games, ils l'ont fait sur League of Legends, ils peuvent le faire sur Valorant, il y a des choses qui ont été faites sur CSGO, je pense qu'ils s'en inspireront. Donc voilà, est-ce que ça va marcher? C'est impossible de le savoir. En tout cas, que ça fonctionne ou pas à fond, nous on a envie de se lancer dedans et si on n'y croyait pas un minimum, on le ferait pas. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais sur Counter-Strike, justement, vis-à-vis du viewership, des compétitions. Les équipes, ça compte beaucoup aussi, parce que les streams qui font des vues sur CSGO en France, c'est aussi ceux où il y a Vitality. Les streams qui font des vues en France, c'est aussi ceux où il y a K-Corp et Solary sur la ligue de League of Legends. Est-ce que pour toi, sur Valorant, il y a un gros enjeu d'essayer d'attirer ces équipes-là dans le circuit à échelle française? Je pense que Riot a tout intérêt à attirer les équipes françaises. Je pense qu'ils l'ont vu avec la LFL sur League of Legends, qui est un exemple incroyable où on a vu cette année ce qui s'est passé avec K-Corp et Solary, pour ne citer que, mais il y en a d'autres. Et on a une sorte de ferveur. K-Corp notamment, je trouve, a réussi à faire moi ce que j'appelle du vrai e-sport, c'est-à-dire l'e-sport des passionnés, l'e-sport de ceux qui se prennent pas la tête et qui finalement jouent au jeu et font de leur mieux. Il n'y a pas d'histoire de coach physique, coach mental, préparation, on va dans des bootcamps, des machins. Non, K-Corp ils jouent de chez eux, ils défoncent tout le monde parce qu'ils sont motivés, ils sont bien entourés par des gens qui les aiment et c'est trop beau, tu vois. C'est vraiment c'est shonen. Ouais. C'est vraiment l'histoire shonen, la K-Corp, et je trouve ça énorme. Kamel dit toujours on est l'équipe du peuple et je comprends qu'ils disent ça, tu vois. C'est un peu voilà, c'est comme dans les ligues de foot ou quand t'as un club qui bat le PSG et qui disent toujours voilà, contre vos millions, on a la passion, tu vois. Là, je le vois un peu de la même façon, donc c'est rigolo. Après, faut pas se mentir, K-Corp deviendra une grande équipe, hein, s'ils gagnent des titres, ils pourront pas se battre contre les millions. Et il y a déjà de l'argent investi dans la K-Corp, évidemment, mais en tout cas, c'est super ce qui leur arrive, je trouve ça top. J'ai largement félicité Kamel de nombreuses fois, il le sait, je trouve ça trop bien ce qu'ils font. C'est honnêtement, il vit un rêve. Je pense que lui, il vit un rêve. Il est dans cette espèce de bulle parfaite. Et c'est l'e-sport comme moi je l'aime. Donc, l'enjeu sur Valorant va être d'attirer ces structures-là. Après, je pense que ces structures vont aussi vouloir se placer chez Riot Games et Valorant. Donc, en fait, tout le monde y gagne à être dans cette ligue. Je sais pas qui tirera le mieux son épingle du jeu, mais tout le monde a intérêt à participer, à mon sens, sur cette ligue-là. En tout cas, quand on a déjà une structure, d'autant que Valorant vient d'apparaître, d'exister, donc les joueurs vont pas être très chers, ils vont pas pouvoir prétendre à des salaires qui peuvent être comparables sur CSGO ou League of Legends. Donc pour moi, c'est tout bénef pour tout le monde. C'est l'e-sport que t'aimes et que t'as déjà essayé de mettre en place. T'as eu des joueurs, bon, ils ont fini chez Solary, mais la Team Zerator, on y croit? Retour de la team Zerator. Alors, si je devais sponsoriser une équipe, je pense que ce serait plus sous le nom Zerator. Je pense que c'est difficile de coller son nom, qui est le nom d'une personne. Je pense que les gens s'attachent moins. Alors, autant dans un streamer, je trouve que les gens s'attachent plus à un nom d'une personne qu'à une web TV. Autant pour une équipe, je pense que c'est l'inverse. Si tu as le nom de quelqu'un, c'est toujours difficile de s'identifier et de créer une vraie identité d'une équipe quand c'est quelqu'un qui représente la chose. Donc ce serait plus sous un autre nom, il faut voir comment ça pourrait se faire si ça se faisait, mais ouais, ce serait un projet intéressant. Et oui, j'ai déjà eu des joueurs effectivement sur Trackmania. Je l'avais aussi fait pour essayer de donner un élan dans la scène et me dire, ben voilà, regardez, moi aussi, je peux mettre la main à la pâte. Je l'ai pas fait très longtemps parce que j'avais pas envie que commence à naître cette espèce de truc conflit d'intérêts, organisateur, sponsor. Donc voilà, mais je voulais le faire aussi pour montrer que c'était possible, qu'il fallait mettre en avant tout ça. Et puis c'était un premier pas pour moi dans ce domaine que je connaissais pas, qui était de sponsoriser des joueurs, les soutenir, et c'était super intéressant. Surtout dans un milieu que je connaissais, parce que je voulais le faire dans un milieu que je connais. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en ce moment sur Twitch, on l'a vu avec l'arrivée de BFM, l'arrivée de Samuel Etienne, et puis des petites polémiques qui en ont découlé, l'arrivée de la politique du coup. C'est quoi ton regard là-dessus ? Arriver des autres acteurs sur Twitch, vaste sujet, on pourrait en parler évidemment des heures. Néanmoins, c'est hyper dur de donner un point de vue. En fait, je pense que tout est faisable dans le meilleur comme le pire en création de contenu, quel que soit le sujet. Et la politique n'échappe pas à ça. Tu vois, moi, quand il s'agit d'introduire la politique sur Twitch avec Jean Massier et Acropolis, il n'y a aucun problème.
Mais quand il s'agit d'interviewer Marine Le Pen avec BFM TV, je comprends que ça puisse choquer des gens, tu vois. Et moi, j'avoue que c'est moins ma came en termes de contenu. Hein. Je vais pas mentir. Tout dépend encore une fois de comment on fait les choses. C'est toujours la même chose. En fait, c'est comme tout sur Twitch. Il faut réussir. Il faut pas arriver avec des gros sabots. Il faut pas imposer forcément un code qu'on veut. Il faut arriver en comprenant ce qu'on fait et en comprenant la plateforme, en comprenant les codes de la plateforme et en respectant les gens qui sont déjà là-dessus. Voilà, et parfois ça implique effectivement de bosser un peu, mais c'est... En tout cas, Twitch est en train de changer, c'est sûr, et ce confinement aura amené des gens sur Twitch qui n'auraient jamais découvert la plateforme. Et j'entendais des streamers dire ironiquement... vivement que les gens retournent au théâtre, qu'on puisse rester entre débiles sur Twitch, tu vois. J'ai entendu des gens dire ça et ça me fait rigoler. Et c'est sûr que quand... Tu le penses ? Est-ce que je le pense ? Non, je le pense pas. Je pense vraiment que Twitch va de plus en plus s'ouvrir et que les gens qui pensent que c'est une vague se trompent. Alors c'est peut-être une vague en termes de pic, mais en tout cas ça va pas redescendre à zéro. Ça va, tu vois, arriver sur une moitié, quelque chose comme ça. Et Twitch va de plus en plus s'ouvrir parce qu'ils ont intérêt à le faire. Twitch, c'est une entreprise, elle a envie de monétiser son contenu, elle a envie de gagner de l'argent, elle a envie d'attirer de plus en plus de gens. Twitch n'a aucun intérêt à rester un média de niche, en tant que Twitch, je veux dire. Donc pour eux, c'est du pain béni qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et ils vont ouvrir leur plateforme de plus en plus et ils vont donner des tribunes aux gens qui veulent s'y intéresser et la visiter. Donc il faut apprendre à faire avec et il faut que les gens respectent bien les codes. C'est tout. Zerator, il y a un événement qui te symbolise énormément, c'est le The Event. C'est un événement caritatif qui réunit chaque année plus d'une quarantaine de streamers. L'année dernière, tu as réussi à le maintenir, malgré le contexte, malgré les contraintes. Et vous avez même réussi à récolter plus de 5 millions d'euros pour Amnesty International. C'était inconcevable pour toi de ne pas faire le The Event l'année dernière ? Honnêtement, c'est jamais... En fait, il n'y a aucune année où je me suis dit il faut absolument faire le The Event. Je me dis toujours, cet événement, il faut le faire si on en a envie, si on peut, etc. Si on l'a fait en 2020, c'est parce que j'ai senti qu'on pouvait et aussi parce que les gens en avaient besoin. On était dans une année qui était ultra anxiogène, ultra stressante pour beaucoup de gens. J'ai senti que c'était un peu une espèce de bulle qu'on pouvait se permettre de faire. Par contre, pour moi, il était hors de question de le faire en distanciel. Ça, c'était sûr. Je voulais qu'il y ait un bout de présentiel, etc. Et je voulais qu'on soit d'ailleurs tous en présentiel à la base. Le distanciel s'est décidé à 72 heures de l'événement parce qu'il y a eu tellement d'annulations, des gens qui ne pouvaient pas venir, des gens qui avaient le Covid et tout. Donc c'était vraiment la merde, des gens qui étaient qu'à contact. Donc, mais pour moi, ça pouvait pas arriver en distanciel, c'est sûr. Et le fait qu'on ait réussi à le faire sans créer de cluster et que ça se soit bien passé, c'est une chance et une réussite incroyable. On est trop contents. Et alors l'histoire des dons et des records, ça va être encore cliché ce que je vais dire, mais nous on est jamais à la recherche du record. Moi je dis toujours, il y a un peu de manière de manière bisounours, 1 euro levé c'est déjà gagné, tu vois, mais en fait c'est très vrai et il n'y a pas de mensonge là-dedans. Donc qu'on ait levé 5 millions, 1 million, pour l'asso c'est une grande différence. Pour nous, c'est évidemment incroyable en termes d'émotion, c'est un chiffre qui est énorme, c'est même difficile de se rendre compte, hein, pour être honnête. C'est vraiment difficile, mais j'avoue que la somme compte moins que le fait d'être dans l'événement, le fait de pouvoir aider l'asso. Et moi, il y a un moment que j'adore dans les The Events, c'est quand on interviewe les associations. Là, en l'occurrence, quand les gens d'Amnesty International sont venus sur le live et ont pu expliquer pourquoi ils étaient là, etc. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est rendre réel l'événement, vraiment. C'est plus, voilà, on est en stream, on fait nos trucs, on joue à Civilisation, on joue à Phasmophobia, on joue comme des abrutis, on gueule, on lit des dons. Mais là, quand la personne vient et te dit, ben voilà, ça va servir à ça, nous on fait ça fait 10 ans, 20 ans, parfois 40 ans qu'on fait ça, c'est incroyable ce que vous faites, merci beaucoup. Là, ça devient réel et c'est un vrai truc, quoi. C'est un vrai truc et l'avantage du record de dons et de la somme générée, c'est qu'on peut vraiment maintenant changer quelque chose avec ces sommes-là. Et ça, c'est super gratifiant, je pense, même pour les donateurs. The Event, c'est aussi les 3 plus grosses audiences de 2020. Il y a même eu un pic à 318 000 spectateurs sur ton stream à toi. Est-ce que ça apporte aussi son lot de contraintes, une pression d'essayer de faire mieux, de devoir même faire mieux chaque année ? Ouais, la course du toujours plus, c'est le problème des créateurs de contenu sur Internet au global, je pense. J'en parle quelques fois, mais tu sais,
quand j'ai annoncé la Trackmania Cup, quand j'étais au Zénith de Strasbourg, j'ai annoncé la Trackmania Cup à Bercy. Ouais. La réaction première des gens, c'était « Ah, et après ça va être la Lune, après ça va être le Stade de France. Ouais. » Ça a même pas été trop cool Bercy. C'était « Ah, mais il y aura quoi après ?» Donc voilà. Bon, et en plus, on n'y est même pas, 2 ans plus tard, donc voilà. Tant pis. Ouais, ça reviendra peut-être. Et The Event, c'est un peu pareil, effectivement. Chaque fois qu'on fait un record ou n'importe quoi, qu'on invite X ou Y personnes, c'est ah, pourquoi il n'y a pas machin, pourquoi vous n'êtes pas plus, est-ce que vous pensez faire plus que l'année dernière, ah, mais comment vous allez faire si vous faites moins. C'est vrai que nous, on s'en fout, quoi. Enfin, en tout cas, pour The Event, ça, c'est vraiment une question qui, nous, entre nous, en interne, on n'est jamais en mode ah, qu'est-ce qui va se passer si on fait moins. Et limite, moi, j'ai hâte de l'année où on fera moins pour que ça arrive, tu vois. Pour que les gens disent ah oui, ça peut arriver, qu'on fasse moins. Ouais. Et donc, je me dis, alors je n'attirerai jamais ça, tu vois. Je vais jamais dire non, mais là, arrêtez de donner, comme ça, on fait moins. Il y a forcément un moment où ça arrivera, de toute manière. Mais ça arrivera. Un jour, on fera moins que l'année d'avant. Je suis quasiment sûr que ça arrivera. Alors, peut-être que le futur me donnera tort, mais je pense que ça arrivera, et quand ça arrivera, voilà, je pense que ça démystifiera un truc où les gens verront qu'on s'en fout, et verront que c'est quand même positif, et que là, si demain on fait un The Event qui fait 2 millions au lieu de 5,7, mais ce sera déjà énorme, les gens se rendent plus compte en fait. Les gens se rendent plus compte, ils voient qu'un chiffre et des flèches qui montent, ils voient même plus que c'est des dons qui servent à une asso, qui font des trucs, donc voilà. Et peut-être même que nous, on pourrait provoquer la chute. Peut-être, à un moment, j'y avais réfléchi, à faire un The Event volontairement plus petit, avec volontairement moins de gens, pour qu'on lève peut-être moins d'1 million, tu vois, qu'on fasse un truc plus court. En gros, qu'on crée un événement qui peut s'appeler The Event et qui lève moins d'argent, parce que le format l'impose. Peut-être que ça pourrait être une bonne solution, de démystifier le truc, tu vois, de dire, bah voilà, The Event, ça peut aussi être ça. On y a réfléchi. C'est aussi une exposition énorme pour les gens qui participent dans la formule actuelle, en tout cas, un peu les Avengers du streaming, ça représentera un très très gros boost de popularité. Est-ce que toi tu ressens ça, et est-ce que tu n'as pas peur de perdre l'essence de l'événement justement ? C'est une question intéressante. Est-ce que je ressens cette espèce de truc où les gens viennent faire leur promo et tout ? En vrai, pas vraiment, parce que c'est nous aussi qui faisons la liste. En fait, c'est pas comme si on faisait un appel à candidature et qu'on sélectionnait des gens, c'est nous qui allons chercher les gens. Et en fait, nous, quand on va chercher des gens avec Dash, on estime que c'est des gens qui ne viendront pas pour leur promo, qui joueront le jeu. Et en fait, même si on a un doute ou quoi que ce soit, bah, c'est des gens qu'on n'inviterait pas, je pense. Donc, nous, on invite des gens qu'on a envie de voir, ou des gens que les gens ont envie de voir, parce que des fois, c'est des gens qu'on connaît pas. Mais on se dit, bah voilà, ça, on sait que ça plaira aux gens, il faut qu'on invite cette personne, ou cette personne, on pense qu'elle est importante sur Twitch, ou qu'elle a quelque chose à apporter de différent, ou des gens à apporter qui sont différents, c'est arrivé aussi. Donc voilà, tant que la liste est faite comme ça, c'est à peu près raisonnable, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté, oui, c'est une forte exposition, on y gagne tous en images, je vais pas le nier, tu vois. C'est une des plus grosses de l'année, même. C'est une des plus grosses de l'année, effectivement, mais on évite ce truc, moi en tout cas, j'évite ce truc de charity business, j'évite d'essayer de rebondir dessus un maximum, on limite beaucoup les interviews, j'essaie de pas trop streamer quand on arrête le The Event pour pas trop profiter de cette aura. Voilà, je fais au max. Zerator, on a parlé de plein de choses, on a parlé de streaming, on a parlé de studio, on a parlé d'événements, on a parlé de production. Ça fait 10 ans maintenant que toi, t'es là-dedans, t'as multiplié les casquettes. C'est quoi la casquette qui te va le mieux pour les 10 prochaines années ? Avec le temps, j'ai appris à faire beaucoup de choses, effectivement, ou en tout cas à m'impliquer dans beaucoup de choses, que je ne sais pas faire beaucoup de choses, mais en tout cas je m'implique. Et j'aime beaucoup le côté organisateur d'événements, c'est quand même un truc qui me plaît vachement. C'est devenu la plus-value de ma chaîne au fur et à mesure du temps, et c'est là-dedans que je me plais beaucoup. Même pas forcément le côté scénique, être devant les gens, même si effectivement c'est un exercice que j'aime beaucoup. Il y a tout le côté qui va avant, tout le côté qui est après. Tu vois, ce que je préfère dans un The Event, c'est l'avant et l'après. Genre le jour où on arrive pour installer et quand le clap de fin se termine à minuit le dimanche. J'adore ces moments-là. Vraiment, je pense vraiment que c'est mes moments préférés. C'est, tu sais, les moments où tout s'arrête et en fait on redevient des humains, je sais pas comment dire, et c'est top et j'adore ça. Et les Trackmania Cup, pareil. Bon, les Trackmania Cup, j'adore l'intro à chaque fois. C'est vraiment la ferveur de fou, t'es devant les gens, tout le monde gueule, on va se lancer dans un spectacle de 4 heures et la fin c'est toujours assez émouvant aussi parce qu'on se dit ah la prochaine et tout. Mais pareil, une Trackmania Cup, quand j'arrive la veille, que je vois la salle, tout qui s'installe et tout, c'est un peu un truc magique, effectivement, de voir ce truc qui est né dans ta chambre ou dans ton studio
studio et qui d'un coup devient réel et que des gens vont venir voir, ça va leur plaire. C'est encore plus vrai pour la TM Cup parce que c'est un spectacle. Et du coup, je comprends, tu sais, quand t'es un chanteur et que tu fais des trucs genre des stades ou des zéniths, c'est un truc de fou, tu vois. Et encore plus quand tu fais des tournées, ça doit être incroyable de se dire à chaque ville, t'as parfois 8-10 000 personnes devant toi qui viennent pour toi, pour voir ce que t'as fait, ce que t'as construit, voir ton travail, l'aboutissement. Bah voilà, TM Cup, c'est pareil. Il y aura jamais une tournée, hein, TM Cup. Ça paraît beaucoup, ça paraît très ambitieux, mais effectivement, je trouve ça incroyable. C'est de vivre ça en réel. En fait, voilà, c'est vivre le réel avec des gens, que ce soit des streamers avec The Event ou du public avec TM Cup ou Zilan même. Vivre en réel ce qu'on fait, c'est quand même super. Ce que t'aimes maintenant, finalement, c'est de rendre aux gens. De rendre aux gens, bah en fait pour moi c'est la suite logique, tu vois, d'aller toujours plus loin et à la fois en restant ce pourquoi on est. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois le truc. J'ai pas vraiment changé mon contenu, mais j'ai changé la manière de le produire et la manière de le faire, mais le contenu reste le même, ça reste du jeu vidéo. Trackmania, j'en ai fait en 2013, j'en fais en 2021, voilà, c'est comme ça. Bah, on te souhaite tout le bonheur et toute la réussite pour la suite. Merci. Bah, merci. Et on ne veut pas que ce contenu, il change. Zerator, merci beaucoup pour cette interview. Et bien sûr, le jeu vidéo français sait qu'il est extrêmement chanceux de pouvoir compter sur un personnage aussi fédérateur, à qui bien sûr toute l'équipe souhaite encore de nombreuses années de succès. C'est la fin, bien entendu, de notre émission. Merci aux équipes de BeIN Esports pour ce long entretien et merci à nouveau à Zerator. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre magazine d'actualité dédié aux jeux vidéo électroniques. Et dans cette attente, bien entendu, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.